La saison de pêche a commencé. Dû aux conditions météo, nous n'avons pas pu nous rendre au départ des premiers bateaux, mais nous tenions quand même à vous partager les entrevues de pêcheurs que nous avons réalisées ces dernières années. Tirées de nos reportages et du documentaire Hommage à la pêche, réalisé par moi-même et Marie-Claude Vézio, voici quelques perles de nos amis pêcheurs. Alors, ce poème-là, je l'ai composé à la demande d'une de mes anciennes étudiantes pour rendre hommage à un groupe de vieux pêcheurs de Rivière-Nord. Alors, ça s'appelle simplement Hommage. Chanter son pays, ses beautés et ses richesses, c'est rendre hommage à ses origines, à ses racines, et ensuite, comme un magistral hymne à la vie, c'est raconter avec nostalgie de belles et tendres histoires d'amour, si douces à entendre. Voilà pourquoi je voudrais vous parler d'amour et vous raconter une magnifique page de vie, la vôtre, homme de courage et de légende, qui avait inlassablement labouré la mer. Recueillez-vous un moment, vous, les sans peur, les sans reproche. Les mots tournent en farandole incessante et me prennent par la main pour me conduire vers vous, homme valeureux, des mots en long et en large aux couleurs de la mer à naviguer. Votre histoire est déjà accrochée aux rives de Cran et de Gouémont comme autant de racines profondes en cette terre de Gaspésie, ce pays si fier, noué à votre cœur et à votre existence. Au détour du temps, votre trame de vie s'est tissée sur cette presqu'île du bout du monde, une vie enchevêtrée de naufrages, de portances, d'arrivée à bon port. Votre histoire palpitante, comme un cœur qui bat son premier secret d'amour, il ne faudra jamais qu'elle soit oubliée. Il nous faudra la conserver pieusement en notre mémoire collective, car elles sont illustres, ces pages, où l'on retrouve les plus belles et les plus exaltantes aventures qu'il nous soit encore possible de raconter. Un heureux mélange de ténacité, de vaillance et de foi. Car voyez-vous, pêcheurs émérites, votre courage est inscrit en lettres d'or sur vos fronts burinés par le temps et les grands vents du large. Contre vents et marées, vous avez incarné l'âme du beau pays à construire, vous avez édifié votre région qui brille maintenant comme un diamant de grand prix, incrusté dans la dentelle du littoral gaspésien. Tous ensemble, nous nous souvenons, puisque le moment est venu de vous chanter notre reconnaissance. Car pour rendre hommage à des pêcheurs courageux, à des hommes forts et tenaces, à des épouses patientes dans leurs longues attentes, si valeureuses dans l'exécution et la bonté de leurs gestes quotidiens, nous devons nous recueillir profondément et faire appel à la fidélité pieuse qui nous habite. Honneur à vous, hommes fiers à figure de héros. Honneur à vous, bâtisseurs d'un pays sans bon sens. Honneur à vous, hommes de légende, de pêche fabuleuse, détenteurs de secrets fantastiques, venus des abysses profonds de la mer, lourds de sens, de vies nombreuses et insoupçonnées à transmettre en héritage. Honneur à vous, épouses vaillantes, au cœur si bien rempli de cantilènes et de chants de mer. Cet hommage a des horizons vastes comme la vie, car la mer est trop profondément inscrite dans votre cœur et dans votre âme pour que vous puissiez l'oublier un jour. Quand l'amour aura pâli, quand le pays aura disparu au bout de vos yeux, quand vos rêves auront pris de l'âge, alors vous viendrez vous asseoir au bout du quai et vous vous souviendrez. Vous prendrez vos souvenirs et vos odeurs de jeunesse par la bride et vous les donnerez aux goélands à leur tour et les amèneront prendre le frais de l'immortalité en salant votre âme comme un hareng d'automne. Ainsi, jamais nous ne pourrons oublier que nous venons du plus beau pays du monde, que le cri du goéland qui passe, c'est le vôtre, un grand cri de liberté vagabonde, accoutumé à respirer l'air du large. Dans toutes ces senteurs de mystère, vous écouterez de nouveau le vent vous raconter le plaisir et la fierté qu'il a eu à caresser les flancs de vos barques dans les tempêtes comme dans les accalmies. Et là, pêcheurs, capitaines, hommes de mer, si vous prenez le temps de vous recueillir comme pour une prière, vous l'entendrez rire, puis presque en chuchotant, comme un léger souffle de brise d'été, il vous dira merci. Merci parce que vous avez su vous tenir debout, parce que vous avez compris que le courage est au bout de vos yeux et non par-dessus vos épaules. Merci parce que vous nous avez si bien enseigné que la mer, c'est le plus beau des mystères et que lorsqu'elle se met à parler d'amour, c'est pour la vie. Comme elle fut belle, la vôtre, marin de race et de rêve, c'est la plus belle histoire qu'il soit possible de raconter. Cet hommage de reconnaissance, permettez-moi de vous le confier enfin, car de l'eau salée dans les veines, ça ne se baptise pas. C'est mon père Joseph, pêcheur de morues et de rêves,
qui m'a appris cela en regardant le large. Moi, quand j'étais jeune, mon père pêchait, puis j'ai toujours été intéressé par la pêche parce que chez nous, j'allais régulièrement au quai, puis quand mon père venait, bien, j'allais toujours les aider, plus les déranger que d'autres choses. J'ai commencé à pêcher, j'allais faire des tours à partir à peu près vers l'âge de 12 ans. J'allais à la pêche, passer des semaines avec mon père. Ces années-là, mon père pêchait la crevette, mon frère pêchait le poisson de fond. Les années de mon secondaire, bien là, mon frère m'engageait. Puis j'allais à l'école l'hiver, je pêchais l'été. J'ai commencé à remplacer comme capitaine, tranquillement. Après ça, en 92, j'ai acheté mon premier bateau. J'ai fait plusieurs années, j'ai fait 20 ans avec ce bateau-là. J'ai acheté 5 ou 6 bateaux qu'on a revendus et permis, puis des fois, je l'achetais en partenariat avec un autre gars, qu'on se mettait à deux pour acheter un bateau puis son permis. Moi, je me souviens, j'étais jeune avec mon père, puis on entendait les gens dire dans le futur, tout va marcher par ordinateur. Moi, je me disais, je vois pas où on va mettre des ordinateurs sur un bateau, tout est manuel. Mais aujourd'hui, je me surprends à dire que je dois avoir 7 ou 8 ordinateurs à bord de mon bateau. J'ai un ordinateur juste pour voir l'état de mon chalut au fond de l'eau. Je vous dire, là, la première année que j'ai commencé à pêcher, mon père était un gars hardi aussi. Il connaissait la mer. Moi, je la connaissais pas comme lui. Puis, il a commencé, il n'y avait pas d'engin de sortie encore. Il y a la première année à la voile. Puis, quand il fallait qu'il ventait pour mettre les voiles, puis du reste dans le fond, il mettait des 4 grosses flattes, là, des 15 pieds de roche, tout bien cagé dans le fond du bateau. Des fois, il ventait, mais des fois, il ne ventait pas. On était obligé de ramer, des grosses rames. On passait l'avant-midi à ramer. Par exemple, Jean Cartier traversé de Saint-Malo. Oh Seigneur de Saint-Anne. Puis quand il ventait, ça taillait. Il trempait les mains à l'eau, tout canté, là, puis ça marchait. À la voile, quand il mettait les 2 voiles, puis une misaine en avant, là. Il appelait ça la misaine. Mon Dieu de Saint-Anne. OK, les portes sont levées pour les sensors. Le sensor, je pense. Ces sensors-là, ça vaut 10 000 $ chaque. Ah oui? Bon, on va mettre les sensors. Vous les mettez où? Autour du bateau? 3 sur la porte là. OK. 2 sur la porte là. 1 sur le club. Vous les mettez maintenant, en fait, Oui. avant de partir? Un dans la scène. Lui, dans la scène, là, quand il y a tant de millilitres de crevettes, le lastique tire les 2 springs, la lumière rouge allume sur l'ordinateur. Là, on sait qu'on a à peu près tant de millilitres. OK. Là, on dit la paye va être bonne. Et ça reste là tout le long du séjour en mer? Oh, en mer. On n'a pas besoin de les mettre sur la charge. OK. C'est chargé depuis votre arrivée de retour dimanche. C'est en mer jusqu'à prochain départ. OK. C'est un outil de travail. C'est un outil de travail indispensable. Ça vous donne toutes Indispensable. les informations. Hein? Ça vous donne toutes les informations nécessaires pour... Ça donne la largeur des portes. Elle donne la hauteur du filet. Ça nous donne la symétrie. J'ai travaillé dans l'Acadie à dernier, je coulais des marbres, puis arrangé des gars. Des fois, de passer les nuits à travailler pour ça. On n'était pas payé, une bagatelle. Le poisson était une scène à livre, je pense, de misère. Puis les premières années, on n'était pas payé. Pour les prendre à crédit tout l'hiver. Puis c'était une compagnie de Port Wynne qui achetait dans Montréal ici des grosses bâtisses, là. Je me rappelle ça comme hier. Puis ils tranchaient la morue sec. Puis ils envoyaient ça dans l'Italie pour avoir du manger pour l'hiver. Il y avait dans mon ramasse, ça se vendait pas. Puis ils ont commencé à former une usine, là. Puis tu avais le droit à 500 livres par jour, les pêcheurs. C'était bon, parce qu'il y avait dans mon ramasse. Tu partais à 5 h du matin, puis à 7 h, tu avais ton 500 livres de prix. Pour ne pas en prendre plus que ça, l'usine, à part ne sait pas, elle n'était pas assez grosse. Quand j'ai acheté mon premier bateau, je me souviens d'avoir été sur la côte du Labrador.
À tous les coups de chalut, à toutes les 3 heures, on levait. On était brisé tout le temps, tout le temps. Tu sais, je suis assis ici à la maison, puis mon bateau est au quai. Si j'ai une génératrice qui chauffe, je reçois un email qui me dit que j'ai une génératrice qui est en train de chauffer ou manquer d'huile. Ou on est loin de ce que mon père avait. Là. Mon père arrivait aujourd'hui, il serait découragé. Puis je voyais le matin, là, à la bord du jour, le matin, là. Mon père m'a montré, il dit, gars, Norbert, la morue bouille. Je lui ai dit, comment? Elle bouille, elle saute sur l'eau. Il dit, à la place de pêcher au fond, là, pêche à ras, à cacher le croc, l'absent. On pêchait à coller, à morder, ça craquait. Il y avait des petits argonautes, là, comme les lunettes, pour attacher les 2 lignes, là, un de chaque bord. Oh, mon Dieu, qu'il y avait de l'amour. Tu vois pas ça? Dans le magasin Heyman, en haut, il y a un vieux livre, là, puis je suis posé dedans, j'étais jeune, avec la plus grosse morue. T'es posé sur le mur, c'est à peu près. À toute place, là. Ils m'ont dit, non, ben, t'as pas ton portrait? Je dis non. Et là, à Grande Grave, dans le magasin Heyman, en haut. Moi, je suis allé pêcher à morue, puis je suis allé pêcher le squid. Parce que le squid, c'était une espèce de calmar qu'on prenait le soir. Puis c'était une espèce de rituel. Quand après le souper, mon père disait, on va aller au squid. On avait chacun notre turlute. Le turlute, c'était une espèce d'outil en plomb avec des aiguillettes que mon père fabriquait. Puis on envoyait ça à l'eau. Puis la sèche venait se greffer là-dessus avec ses barbiches, là. Puis ça, il se servait de ce calmar-là, qu'on appelle communément en anglais squid, pour amorcer les lignes à morue le lendemain. Puis la morue mordait là-dessus, il était friande de ça. Il avait mis 2 gouttes portugais ici, là, de portugais. On riait des autres. Moi, j'ai pas ri des autres, des intelligents. Ils ont inventé la trolle flottante, la trolle là, en air de Bob, là. Puis ils mettaient des absents, là, puis elle flottait. Puis c'était pas battable. Le monde a commencé à se griller de ça, puis ils prenaient de la morue avec ça. Puis ils venaient nous voir, hein? Ah oui. Ils parlaient drôle, hein? Il parlait de M. Norbert. M. Norbert, comment ça va? Oui, les Portugais. Ah oui, des gros Du pêcheurs. bon monde. Des gros pêcheurs aussi, qui restaient proches de l'eau. Hein? Puis ils mangeaient de la morue, eux autres, là. De la grosse morue sec, là. Salée. Longue de même, là. J'allais chez eux, moi, avec lui. Salée, blanche, là, puis il avait ça, là, comme mon faut, Dieu, puis il mettait ça avec des patates. Elle était salée. Salée. Salée, ben... Puis il était en forme, des gros Je peux pas œufs. l'en parler. Il aimait ça de même. La morue était quasiment plus grosse. Ah, la morue est assez grosse, hein? Vous auriez pu vous rentrer la tête dedans, dans la gueule. Ah, des terribles vaches. Ben, la vieille qui en parlait de l'hôpital, là, avait 80 ans. Ouais. Elle dit, Monsieur Dunn, elle dit, sans vous connaître, elle dit, chez nous, à Barajois, il y avait des grosses vaches. J'ai dit, oui, la morue, il appelait ça des grosses vaches. Puis, on a pu se rentrer la tête dedans, c'est vrai? Ici, c'est l'atelier de pièces de filets quand on brise au large. Et en bas là aussi, il y en a d'autres pièces en bas là. Ça, c'est l'atelier de réparation. Des outils sont ici, tu as un établi, tu as l'étau, tu veux travailler quelque chose. C'est-à-dire qu'il y en a un de vous autres qui est comme mécanicien ou tout le monde bricole? Tout le monde bricole, mais il y en a, il y a des gars qui s'occupent de chaque place, comme il y en a un qui va s'occuper du moteur, un autre s'occupe de la cale, plus. D'autres pour des ateliers. Il y a des gars attitrés qui s'occupent pour garder les ateliers en ordre. Comme moi, je fais la cuisine. Je m'occupe de la cuisine. On a tous chacun mais on travaille tous sur le pont, tout le monde, mais on a toutes nos affaires à surveiller pour garder ça propre.
moi, j'ai 6 employés. Il y en a 4 qui viennent à la pêche avec moi, normalement, puis j'en ai 2 à terre. Fait qu'on fait une rotation. Les gars sont à terre pour 2 voyages, ils embarquent pour 4 voyages. Fait qu'à tous les 2 voyages, je débarque 2 gars, j'en embarque 2 nouveaux. Fait que de même, on fait une rotation, ça permet de moins écœurer le gars, parce qu'on a beau dire qu'on ne pêche pas l'hiver, puis qu'on est chez nous tout l'hiver, sauf que la belle saison, tu sais, d'avril à aller à début novembre, mes gars, ils sont jamais chez eux, puis ils n'ont pas de vacances l'été, ça fait que ça vient dur quand même. Les drailleurs l'ont bien gratté. Ils l'ont bien gratté en fait tard. Parce qu'ils ont inventé une autre patente pour les coquilles, là. Ils appellent ça les pelotons. Ils grattaient des grattes, des roteaux, là. T'attends la maison, des broches à chier quand tu passes proche de terre. Ils ont toutes brisé les fonds. Ils s'accrochent des crans, puis des gardiens. Ça a tout chassé à morue. Il n'a pas de morue. Et il y a peut-être bien des places à Tarnève, il en court un peu. En bas, loin. Peut-être bien qu'il y en a un peu encore, mais pas beaucoup. Quand même une vingtaine d'années dans le métier, dans le montage de chaluts, dans la fabrication de grilles normales. La grille normale, ça existe déjà depuis, on dirait, une quinzaine d'années, ce qui sert à séparer le poisson de fond et la crevette. Ça aurait dû exister peut-être il y a 50 ans passés. Il y aurait peut-être plus un peu de poisson de fond. Puis, ouais, c'est ça. Le principe, c'est que c'est une grille avec 1 pouce de large entre les barreaux. Okay. La grille a 54 pouces. Excusez, elle a 54 pouces de haut, 34 de large. Puis, comme je vous ai dit, elle a 1 pouce entre les barreaux, que la crevette peut passer à travers les barreaux, et le poisson de fond sort par le trou qui est en haut, au top de la grille. Pour partir le 1er avril, la crevette, ça vaut le 1er avril. Fait que là, à partir du 1er avril, là, c'est la folie furieuse, la pêche commence. Puis la pêche à la crevette, avril, mai, juin, juillet, là, normalement, c'est les meilleurs mois. Fait que tu es supposé d'avoir fait au moins la moitié de ta saison dans ces mois-là, parce que si tu n'as pas réussi à faire la moitié de ta saison, ça regarde mal. Là. On a toujours une grosse incertitude, parce que par rapport à toutes les variantes, comme la quantité de crevettes qu'on va prendre, on ne sait pas les quotas. Bon là, normalement, fin mars, les comités consultatifs, le gouvernement, le ministre nous annoncent les quotas qu'on va avoir. Fait au moins, on a réglé cette incertitude-là. Quand on part, on sait normalement ce qu'on va avoir comme quota, mais là, on ne sait pas si la crevette va être au rendez-vous, le prix de la crevette, le prix du fioul. Le fioul, ça nous affecte beaucoup parce qu'on prend beaucoup de fioul. Je te dirais que dans la pêche, là, des années horribles et des années exceptionnelles, ça fait partie. On finit par... Au bout, ça fait une constance, mais il y a toujours une année, j'avais remarqué ça quand j'étais jeune, qu'il y a un gars qui fait une super de bonne saison, l'autre à côté, lui, qui est aussi bon pêcheur, il y a des bad luck, ça va mal, puis l'année d'ensuite, le gars qui ça allait mal, le crime, il fait sa meilleure saison, tu sais, ça fait partie de la game. Ma plus grosse journée, là, j'ai pris 76 000 dans une journée, ça c'est ma plus grosse, mais ça arrive pas souvent dans une vie, là. Tu sais, j'ai pris un coup 26 000 livres, dans la crevette, c'est beaucoup. Nous autres, on part, comment je dirais bien, on part pour le minimum une semaine. Ça fait que des anecdotes, on en a beaucoup. Tu sais, on vit en famille sur un bateau qui est quand même pas gros, puis on est 5 là-dessus. Ça fait qu'à un moment donné, on est comme une petite famille. On a beaucoup, les gars jouent des tours, puis ça mène à le diable beaucoup. Puis je te dirais que j'ai quand même une bonne équipage de ce côté-là, parce que on rentre à Terre-Neuve, puis les gens là-bas, ils nous disent... Vous avez de l'air à amener le diable et avoir du fun à bord. Tu sais, on a beaucoup de fun à bord. C'est terriblement important parce que surtout aujourd'hui, dans un monde de pénurie de main-d'œuvre, quand tu es un groupe qui a du plaisir et qui a du fun ensemble, là, la vie familiale, c'est sûr que ma femme a fallu qu'elle s'adapte à ça parce que je suis jamais là l'été, il faut qu'elle se débrouille seule. Puis c'est compliqué, par exemple. Bien, je
vous dirais, moi, que c'est peut-être grâce à la pêche si on a un beau village aujourd'hui comme Rivière-Nord. Parce que Rivière-Nord, c'est quand même un très, très beau village. Village de pêcheurs. Ça fait un nombre d'années que ça pêche. Puis, moi, je pense qu'ils ont... Au Québec, Rivière-Nord a beaucoup, beaucoup d'importance. C'est certain que quand... Moi, je pourrais vous dire que la pêche, comme j'aime la pratiquer, là, quand c'est la liberté de pêcher. Quand il fait beau, puis on arrête le moteur pour manger notre sandwich, puis on se laisse aller à la dérive, il n'y a personne qui va nous enlever de là. On est libre de notre temps, on est libre de nous-mêmes, puis on a quand même une certaine latitude, pas une lassitude. Mais c'est sûr que quand le vent se lève, ben là, autant ça pouvait être le paradis la veille, que ça peut rapidement virer à l'enfer, puis c'est pas fait pour tout le monde, mais moi, personnellement, j'ai pas d'anecdote, mais je peux vous dire que j'aime bien mon métier, puis c'est très valorisant quand ça va bien. Ouais, la pêche, pour moi, c'est un des plus beaux métiers. On est libre, mais on a affaire avec la nature. La nature, des fois, c'est beau, la pêche, la mer est calme, puis des fois, ben, elle déchaîne, elle apporte des vies. C'est notre métier. Tout bien comportement, ça va tout bien évaluer, oui. Il va tout bien en revenir encore. Ça va tout bien stabiliser encore. Pas moi, j'ai espérance à ça, là. S'il n'arrive pas d'autre chose, là. Il part dans... J'ai pogné une nouvelle après-midi, on m'a dit, là. Il parle de la bombe atomique, là. Tant qu'on n'aura pas la bombe atomique, une place, là. Tu veux le poisson? Ah, ça fait du monde. C'est correct. La bombe atomique qu'on m'a envoyée en temps de la guerre, en 1945, elle sera fait du monde. À part de ça, s'il arrive à rien, il peut revenir encore de la mourir. Bon, ouais, faut que tu parles de la pêche. Oui, c'est bien. Je ne pourrais pas vivre sans la présence physique de la mer. Et là, je vais aller un petit peu plus loin en te disant qu'au mot mer, il ne manque que le E. Quand on dit « j'aime ma mère », ça veut tout dire. Et quand on dit en Gaspésie « j'aime la mer et je ne pourrais pas vivre sans sa présence », c'est comme si on lui rendait l'hommage d'une mère nourricière qui a été là pour nous nourrir et puis nous façonner comme on l'est aujourd'hui. Fier, à tel point qu'on a l'impression qu'il y a de l'eau salée qui nous coule dans les veines.